Hello, everyone, and welcome back to the Bonjour à second. toutes et à tous et bienvenue à la deuxième partie de notre programme du deuxième jour de la semaine d'exportation de technologies propres. Je m'appelle Lynn Côté, responsable des technologies propres et d'essai. J'ai le privilège de donner le coup d'envoi de la deuxième partie de la journée en annonçant le dernier gagnant de la catégorie à surveiller. Félicitations à Quadrogen de Burnaby en Colombie-Britannique. Comme vous le verrez dans cette vidéo, Quadrogen construit des systèmes personnalisés d'épuration des biogaz qui permettent aux usines de traitement des eaux usées, aux décharges, aux digesteurs agricoles et aux installations de produits d'énergie de transformer les biogaz résiduels en énergie propre. Joignez-vous à moi pour féliciter Quadrogen pour son prix. Quadrogen designs, builds, Quadrogen conçoit, construit et livre des systèmes d'épuration et de valorisation du biogaz. Ces systèmes permettent à nos clients de transformer le biogaz en biométhane ou en gaz naturel renouvelable qui peut être injecté dans le pipeline ou être utilisé comme carburant de transport. Nous remplaçons les combustibles fossiles par du gaz naturel renouvelable, ce qui nous a permis de réaliser notre bilan carbone. Une fois que nous pourrons utiliser le CO2 présent dans le biogaz pour des applications de serre ou toute autre application industrielle qui nous permettra d'atteindre une empreinte carbone négative. Dès le premier jour, nous avons été une entreprise orientée à 100% vers l'exportation. Dès le début, nous avons donc exporté aux États-Unis, puis nous avons étendu nos activités à la Chine, à l'Europe, à l'Amérique du Sud et à l'Asie. Nous avons rencontré EDC au stade de commercialisation lorsque nous avons eu besoin d'une garantie bancaire et d'un prêt de fonds de roulement pour réaliser le projet. Avec leur aide, nous avons connu une croissance de plus de 100% d'une année sur l'autre. Et notre objectif est de devenir la première entreprise au monde dans le domaine des biogaz. Avec notre partenaire de confiance comme EDC, nous allons déployer nos produits et nos services dans le monde entier. Congratulations again to the team. Félicitations encore à l'équipe de Quadrogen. Nous sommes impatients de suivre votre croissance continue. J'aimerais maintenant vous présenter notre prochain panel. À EDC, nous sommes reconnaissants envers nos nombreux partenaires de technologies propres qui travaillent en tandem avec nous pour soutenir l'industrie canadienne des technologies propres. Afin de mettre en évidence nos partenariats et leurs offres de programmes uniques, nous avons invité cette année le Centre Mars à accueillir le prochain panel. Il ne fait aucun doute que Mars est une institution de premier plan et ses programmes, comme le programme Mission for Mars, le prouvent. Mission for Mars est un ambitieux programme d'adoption de technologies visant à relever certains des plus grands défis auxquels notre société est confrontée en accélérant rapidement le déploiement à grande échelle des innovations canadiennes les plus efficaces en matière de changement climatique, de durabilité et de réduction des émissions de carbone. EDC est un fier commandite du programme Mission for Mars. Ce panel donnera un aperçu du programme Mission for Mars et mettra en lumière 3 participants au programme qui sont à l'avant-garde pour aider la société à atteindre ses objectifs climatiques. Je suis ravi que Tyler Hamilton, directeur de l'écosystème des technologies propres Mars, soit le modérateur de ce panel. Avant de se joindre à Mars, Tyler a été journaliste pendant 2 décennies et a beaucoup écrit sur le secteur des technologies propres au Canada et sur les tendances mondiales dans ce domaine. Plus récemment, il était rédacteur en chef du magazine d'affaires et de durabilité Corporate Knights. Il a également passé 13 ans au Toronto Star, où il a fait des reportages sur le secteur de l'énergie au Canada et rédigé une chronique hebdomadaire populaire sur les technologies et les tendances en matière d'énergie propre. En 2011, Tyler a écrit Mad Like Tesla, un livre qui examine les divers obstacles à l'innovation dans le domaine de l'énergie propre et étudie le paysage de certaines technologies propres susceptibles de changer le monde. Récipiendaire du prix Pioneer du Cleantech Group pour ses premiers écrits sur le secteur, Tyler a également été reconnu en 2016 sur la liste Clean 50 du Canada pour son leadership éclairé sur les questions d'énergie propre et de climat. Tyler, merci de présenter cette session. C'est à vous. Merci beaucoup, Lynn. J'ai beaucoup apprécié cette présentation. Merci à vous toutes et tous de nous avoir rejoints ici cet après-midi ou bonjour, bon matin, en fonction d'où vous nous écoutez. Alors,
Le projet Mission for Mars a été donc lancé pour réduire les impacts climatiques. C'est un programme qui a été conçu pour vraiment accélérer la réduction des impacts et en particulier les impacts des émissions de gaz à effet de serre en matière de transport et d'énergie. Je représente donc une majorité d'activités ici à l'échelle mondiale. Notre campagne consiste, depuis juin, nous travaillons sur cette entreprise pour mieux comprendre les obstacles en matière d'adoption et des stratégies. Et sur cette mission, nos représentants ici représentés qui travaillent en tant que véritables partenaires tels que EDC, HSBC, RBC, énormément d'acronymes ici, n'est-ce pas, de sigles, énormément de groupes même qui participent, tels que les différentes fondations, la Thistledown Foundation. Au cours des prochains mois, nous espérons que notre co-venture va pouvoir être présentée sur le marketplace. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter certaines de ces co-ventures. Ici, Sam Ramadori, qui est le CEO de Brainbox, Flash Forest, représenté ici par Cameron Jones, et Peak Power, représenté par Mark Krasinski, directeur stratégique et développement d'entreprise. Sam, Cameron et Mike, merci beaucoup de votre présence avec nous cet après-midi. Donc, pour commencer, je voudrais tout d'abord commencer par vous donner 2 minutes ou un petit peu moins afin de pouvoir partager et d'échanger un petit peu sur ce que fait votre entreprise et quels sont les types de produits et services que vous promouvez. Nous allons commencer donc avec Sam de Brainbox. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup avant tout de cette invitation. Très rapidement, Brainbox AI, nous sommes une entreprise basée à Montréal. Nous nous concentrons sur l'application de l'intelligence artificielle, particulièrement l'intelligence artificielle autonome, pour construire un environnement spécifiquement en matière de ventilation, de système de ventilation et de refroidissement et de chauffage dans un environnement qui est responsable pour un pourcentage significatif d'émissions de gaz à effet de serre en fonction de l'énergie consommée. Et c'est vraiment en particulier les systèmes de ventilation. Donc, nous essayons de mettre en place l'intelligence artificielle afin de faire en sorte que tout cela, par le biais de capacités d'apprentissage logiciel, nous permette d'interagir et de construire également des bâtiments qui soient beaucoup plus à même de réduire ces émissions. Et ce qui nous permet finalement d'obtenir un ensemble de données dans ces bâtiments qui nous permettent par la suite de traiter et de nous adapter au climat local et d'adapter les structures. Nous avons un système également autonome qui comprend vraiment les spécificités afin de pouvoir optimiser par la suite la redistribution de la ventilation. Nous avons commencé vraiment il y a 2 ans et voilà, nous voici. Ça fait moins de 2 minutes. Cameron, à toi, peux-tu nous présenter Flash Forest? Oui, bien sûr, merci de l'invitation. Et c'est très apprécié. Je suis ravi d'être ici dans ce panel. Je suis Cameron Jones, je suis responsable d'opération de Flash Forest. Notre opération concerne la plantation d'arbres. Chaque année, nous perdons 50 milliards d'arbres. Nous essayons d'en replanter au moins 8 milliards en moyenne. Donc, nous essayons de réescaler et de faire évoluer toutes ces plantations pour limiter les changements climatiques. Et notre propre système fonctionne grâce à des drones et nous essayons d'identifier les endroits optimums pour justement replanter les forêts. Il y a des dizaines de millions d'hectares dans lesquels on peut planter, donc on ne peut pas planter. Donc nous devons nous aider des machines pour pouvoir optimiser ce processus. Et nous avons également des graines que nous plantons dans des petits récipients afin de les faire germer. Et différentes graines que nous semons, que nous plantons dans le sol en vue de les faire germer, qu'elles deviennent par la suite des arbres. Donc, au Canada, nous intervenons en Colombie-Britannique, Alberta, Ontario désormais, et nous allons opérer aux Pays-Bas. Donc, voilà, c'est un petit peu notre perspective. Très bien, très intéressant. Et des pays comme le Canada ont vraiment manifesté leur engagement pour planter
énormément d'arbres d'ici 2030. Donc, je pense que c'est vraiment une question tout à fait pertinente. Mike, peux-tu nous parler de Peak Power, de votre activité? Oui, merci. Tyler, merci de l'invitation. Je suis ravi d'être ici au sein de ce panel. Donc, Peak Power, pour celles et ceux qui ne sont pas familiarisés, nous sommes une entreprise logicielle qui permet d'optimiser les opérations pour les centrales de production. Nous essayons d'optimiser l'ensemble des actifs en optimisant les systèmes de stockage, en pesant sur le réseau, également pour le réseau électrique et l'électricité diffusée dans les bâtiments. Et nous optimisons également les chargeurs de véhicules électriques dans une perspective d'alléger le réseau en développant également l'usage de batteries et développer d'autres sources d'énergie, donc pour les bâtiments, l'utilisation de batteries autonomes. Dans cet environnement, nous permettons de nous connecter au réseau électrique et en promouvant essentiellement en limitant les contributeurs donc aux effets des changements climatiques, en ciblant les réductions d'énergie. Donc, c'est peut-être plus cher, mais moins polluant à long terme. Très bien, merci. Donc, Mike, je reste avec toi. La prochaine question que je vais vous poser, comment votre présentation dans la chaîne de potentiel au cours des dernières années, dans ce contexte, est-ce que vous avez eu le potentiel de réduction d'émissions par rapport aux coûts impliqués? Oui, alors, en laissant la période COVID derrière nous, les coûts est bien sûr un élément important à considérer, mais il y a beaucoup plus d'intérêt dans l'aspect de la réduction de l'empreinte carbone dans ce que nous faisons. C'est-à-dire la présentation que j'ai faite la semaine dernière, par exemple, oui, bien sûr, on cible la réduction afin de favoriser des initiatives, mais voilà, parlez-moi plus justement de ces réductions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment ce qui est de l'intérêt derrière tout cela. Au-delà de la COVID et toutes ces questions de résilience, nous luttons vraiment contre le réchauffement climatique. C'est vraiment une question qui est beaucoup plus centrale et qui est beaucoup plus impliquée dans les discussions aujourd'hui. Vous parlez beaucoup de l'aspect donc sur la présence sur le marché. Question similaire, j'imagine que la question des terres, énormément de clients sont concernés par cette question de décarbonisation et d'émissions net zéro. Donc, il y a un aspect en ce sens considéré dans les solutions que vous proposez. Alors, je dirais que c'est un changement radical. Disons que au début, on cherchait à présenter nos solutions aux clients et bien sûr, il y a une période de temps où on avait beaucoup de questions, on demandait toujours pourquoi, donc c'était assez décourageant, on essayait toujours de trouver le juste équilibre en matière d'investissement. Et au cours de ces 2 dernières années, ça a été un changement radical. Il y a énormément de conversations développées avec les personnes au sein de l'industrie, avec des fournisseurs de services qui même ont accéléré leurs activités et qui m'ont dit que le montant de capital disponible désormais pour poursuivre les objectifs en matière de décarbonisation était vraiment quelque chose qu'ils n'avaient jamais pu constater auparavant, même en 30-40 ans. Donc, il y a vraiment un grand changement significatif qu'il nous faut vraiment embrasser. J'ai vécu en Europe quelques années et le changement là est absolument réel. Très bien, Cameron, c'est un marché complètement différent ici, mais Flash Forest est une entreprise relativement jeune. Donc, je ne sais pas si tu as même remarqué au moment où Flash Forest a entamé ses activités, parce que l'idée derrière le fait de planter les arbres est finalement assez récent en termes de mission. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cet aspect? Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mike a mentionné. La capture de carbone, comme cela a été dit, était vraiment déjà considérée dans l'activité, mais le coût, effectivement, nous devons toujours avoir une vision sur l'optimisation de nos coûts afin que les clients se retournent vers nous.
puisque cela va au-delà de simplement planter des arbres. Nous avons des obligations réglementaires, mais près de 4100 entreprises impliquées. Aujourd'hui, nous voulons planter des arbres, soit pour des questions de décarbonisation ou tout simplement parce qu'ils veulent, les entreprises veulent également favoriser une image beaucoup plus positive en termes d'impact environnemental. Donc, c'est tous les incendies, par exemple, qui ont eu lieu au cours de ces 2 dernières années, on voit, nous avons observé ces incendies au Canada et c'est quelque chose qui est indéniable aujourd'hui. Les types de clients que nous essayons de rassembler, et celles et ceux qui sont vraiment orientés sur les questions liées au changement climatique et les réponses apportées à ces changements climatiques aujourd'hui sont importantes. Et leurs entreprises, leurs activités sont basées également sur l'échange. Donc, c'est quelque chose que nous devons tout à fait embrasser. Est-ce que vous voyez tout ce greenwashing ou énormément d'entreprises, en fait, commencent déjà à agir au-delà de simplement parler, n'est-ce pas? Alors, je suspecte toujours que cela va être beaucoup plus une orientation à court terme sur les clients, plus que sur l'impact social du fait de ces discussions sur le changement climatique. Et on a vu les incendies forestiers, c'est vraiment présent aujourd'hui. Il y a vraiment des anticipations à aborder sur ce segment-là. Nos obligations, du fait de nos obligations donc à planter des arbres suite à ces incidents majeurs. Ça ne fait que 2 ans que nous existons, mais on a vu déjà à quel point nos clients ont tout à fait confiance en notre activité, investissent en nous et voient tout à fait le changement en matière de décarbonisation et à quel point nous pouvons agir à grande échelle. Nous avons énormément des millions d'arbres dont nous avons le potentiel de planter. Donc, je pense que mon impression d'ensemble, c'est que nous participons tout à fait à ce changement et c'est au-delà d'un simple segment en croissance. Nous, dans le domaine donc, de l'immobilier, nous voyons également qu'au niveau des prospects, les clients sont concernés par le fait de vraiment trouver les solutions. Comment peut-on faire vraiment pour changer la donne? Et le risque climatique est quelque chose vraiment de bien réel. Aujourd'hui, tout le monde en a conscience. Et dans le domaine donc, de l'immobilier, on est en train de créer un sandwich vert, si vous voulez, en quelque sorte. On essaie vraiment d'essayer de réduire l'impact au niveau des émissions. Et nos partenaires ont absolument tous ces indicateurs en tête, et avec toutes les parties réglementaires, toutes les normes en vigueur. On est tout à fait conscient, les clients sont tout à fait conscients du risque climatique et ils cherchent vraiment à observer et adopter ces stratégies permettant de réduire ces impacts. Donc, il y a vraiment une envie, on est quasiment forcé d'agir en ce sens. Sam, j'ai remarqué, donc tu as acquiescé. Oui, je voudrais faire l'analogie, en fait, c'est que si vous voulez, vous investissiez il y a 20 ans dans des comptes-là, bien, en-delà des risques, il y a le temps, mais tout ce qui est oil and gas, donc pétrole et gaz, eh bien, aujourd'hui, leur vie a radicalement changé, même au cours de ces 5 dernières années. Il y a vraiment des questions par rapport à l'évaluation des réserves en pétrole et en gaz. Bref, c'est vraiment cette question de la décarbonisation et combien de temps cela va prendre avant que les gens aient vraiment conscience de vraiment avoir un impact également sur la question de l'immobilier. Donc, comment les bâtiments deviennent finalement des objectifs essentiels désormais également. Donc, les gens proposent énormément d'éléments en matière de décarbonisation, mais en descendant la liste, on sait qu'il faut agir vraiment désormais, maintenant il faut agir, sinon on ne peut plus attendre 2-3 ans. C'est vraiment une réalité. Alors, on a parlé de la demande du marché, mais où sont les réglementations? Quel est le rôle? Est-ce que ça aide ou est-ce que ça empêche? Je ne sais pas, Cameron, peut-être, si tu fais face à des réglementations, ou est-ce que c'est les politiques qui se mettent sur le chemin? Peut-être vous pouvez en parler un petit peu, Cameron.
Oui, c'est une très bonne question. En effet, le cadre de réglementation au Canada, surtout avec lorsqu'il concerne planter des arbres, n'a pas vraiment beaucoup changé depuis quelques années. Et les gouvernements, ça prend toujours du temps pour changer la réglementation, hein. Et nous proposons un nouveau modèle en plantant des graines, des arbres. Nous avons beaucoup de différentes choses que nous devons faire pour pouvoir le faire. En ce qui concerne les obstacles de la réglementation, nous y sommes en plein dedans. En ce moment, nous avons des applications qui, peut-être, il y a des provisions qui nous permettent de prouver ce modèle et ce que nous faisons. Et le défi le plus important au niveau de la réglementation, honnêtement, je peux vous dire, malheureusement, c'est le manque de régularité sur les émissions de carbone. Et le Canada est un pays développé de l'Ouest qui est tellement progressif, qui vraiment veut essayer d'empêcher les émissions de gaz à effet de serre, que il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de cohérence dans le Canada en lui-même. Et donc, nous, en tant qu'entreprise, nous devons travailler sur des marchés, on va dire, bénévoles, beaucoup plus rapidement. Et parce que ce n'est pas clair, hein, c'est pas clair. Et ça, c'est un des points de la réglementation entre en jeu. Ça peut en effet créer des défis pour nous de ne pas avoir ce cadre en lui-même. En ce qui concerne les bâtiments, est-ce que ce sont par rapport aux réglementations de construction des bâtiments ou de quoi s'agit-il? Je pense que si peut-être on le regarde d'une autre façon au niveau du marché de l'énergie, nous sommes à un niveau supérieur pour la construction. Il y a des gens qui parlent de réglementation, qui sont de remettre à jour les constructions anciennes, parce qu'ils se concentrent sur les nouveaux bâtiments, les nouvelles constructions. Mais il faut penser à réparer et à mettre au temps du jour vers les anciens bâtiments. Mais les gens dans ce secteur savent que la plus grosse chose, c'est la commission de réglementation des États-Unis qui a passé des règles pour 2022, ce qui veut dire que les ressources d'énergie petites, les petites batteries, les véhicules électriques peuvent participer sur ces marchés énergétiques, comme par exemple les usines nucléaires. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire donc? Eh bien, le marché de l'énergie en lui-même, alors qu'il y a plus de demandes, hein, et il y avait évidemment plus de stress sur le marché, les prix augmentent, hein, ça vous le voyez dans l'Ontario, c'est clair. Mais d'une façon fondamentale, il y a une corrélation forte avec là où l'électricité est la plus chère ou des usines qui fonctionnent avec du gaz naturel qui sont aussi les plus chères en ce moment. Donc, au troisième trimestre 2022, pour pouvoir participer à ces revenus participatifs, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez réduire votre consommation pendant les moments où l'électricité coûte le plus cher. Et donc, ça veut dire que on peut peut-être essayer de se dire, ah, je peux réduire mes émissions de gaz à effet de serre pendant ces moments-là. Eh bien, je peux être récompensé pour le faire aussi. Sam, je veux passer à un autre sujet à propos des clients internationaux. Et je sais que je suis curieux de savoir comment le Canada se compare à des clients internationaux en ce qui concerne leur intérêt à la décarbonation et leur volonté de pouvoir d'adopter de nouvelles innovations. Oui, c'est une bonne question. Je vais essayer d'y répondre d'une façon délicate. Mais nous savons tous que l'Europe est en avance, hein, en général, avec la décarbonation. Et ça, c'est un reflet des intérêts qu'ils ont à considérer les nouvelles technologies, que ce soit dans la construction ou d'autres industries.
mais d'autres pays qui sont aussi très avancés et qui ne construisent pas nécessairement d'une façon, qui bâtissent d'une façon efficace. Et puis, évidemment, vous avez le Moyen-Orient qui grandit qui a une forte croissance, et surtout pour nous. Et on pensait que c'est quelque chose qui se passe très, très rapidement en ce moment. Mais le Canada, je pense, se porte bien en ce qui concerne les efforts que l'on fait dans le monde, mais en même temps, dans un ensemble, nous sommes peut-être un petit peu plus lents, si je peux le dire de cette façon-là. Et puis, vous avez cette élite d'industries qui sont plus lentes que celles qui sont les plus rapides, hein, en ce qui concerne les secteurs d'activité traditionnelle. Et donc, c'est un petit peu plus lent qu'on aimerait ou qu'on aimerait le voir, mais aussi les commentaires qui ont été faits il y a quelques minutes, les choses ont changé vraiment énormément avec cette pression depuis les 2 dernières années, avec cette pression pour qu'il y ait des plans de décarbonation qui soient en place. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que cette pression est du côté des politiciens. Je vois que, par exemple, New York a mis en place un plan avec des standards pour des bâtiments qui soient construits avec d'une façon verte et donc avec certains niveaux. Montréal a annoncé quelque chose de plus ou moins similaire dans les années précédentes. Nous savons que Toronto va le faire aussi. Et donc, cette tendance, évidemment, c'est une tendance qui continue et qui continue d'avancer, hein. Et donc, je nous vois en effet en essayant de nous rattraper. Mais il y a évidemment d'autres parties du monde qui sont plus vite qui sont plus rapides que nous, pardon. Mike, est-ce que vous avez peut-être, est-ce que vous pensez que c'est culturel? Est-ce que vous pensez que nous sommes plutôt une culture conservatrice ici au niveau corporatif, au niveau des entreprises, ainsi que le gouvernement, hein? Je pense que c'est une question que l'on peut peut-être essayer d'y répondre d'une façon délicate, hein. Oui, comme Sam vient d'en parler. Non, ce n'est pas un secret, hein, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. Je pense que si nous comparons l'Europe, l'Amérique et l'Amérique du Nord, et il y a peut-être, nous avons eu l'impression que lorsque nous mettons des cibles en place, ISG ou des projets pilotes, c'est parce que le changement climatique est une menace existentielle et quelque chose doit être fait. Et donc, j'ai l'impression qu'on se dit, d'accord, on va faire la démonstration, on va voir ce qui fonctionne, et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien, c'est pas grave. C'est une sélection naturelle qui se fait, hein, et donc, vous avez des modèles d'innovation. Est-ce qu'on peut bouger beaucoup plus rapidement? Je sais que la construction, l'immobilier et l'énergie, ce sont des infrastructures, hein, qui sont présentes, hein, qui sont existantes. Ce n'est pas comme une espèce de technologie où vous créez une plateforme et donc vous pouvez adapter cette plateforme très rapidement. Donc, je pense qu'il y a un sentiment que Canada avance, mais d'une autre façon, ils se disent on va attendre de voir ce que les États-Unis font d'abord. Et on se dit d'accord, on va voir ce qui va se passer là-bas avant de commencer les conversations ici au Canada. Donc c'est peut-être, on va attendre et voir, hein. C'est peut-être un petit peu comme ça. Oui, je pense que le Canada peut être un petit peu risqué en ce qui nous concerne, hein, avec l'énergie et la politique. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais on a peur du risque, hein, que je ne trouve pas avec les clients internationaux. Et ça dépend aussi des objectifs, de l'ambition des objectifs et quel est leur appétit de vouloir avancer. Si vous avez un gros appétit pour échouer, eh bien, et vous avez de l'argent pour permettre cet échec, eh bien, comme Mike l'a dit, surtout dans l'Union européenne. Et nous devons comprendre que nous devons vraiment tout faire pour renverser les changements climatiques et d'être prêts à échouer. Et oui, c'est une approche différente, hein. Bon, même
mais peut-être on a peur du risque hein, lorsque les Canadiens commencent quelque chose, ils sont complètement sous-évalués lorsqu'une nouvelle entreprise se met en place. Donc il y a les gens ont beaucoup peur et ce n'est pas la même chose aux États-Unis que ça l'est au Canada. Les gens ont peur, les investisseurs ont peur et je pense que le Canada est plutôt ambitieux dans ce domaine. Hein. Malgré tout cela, nous sommes ambitieux en ce qui concerne les objectifs. Nous plantons 2 milliards d'arbres hein, en net. Hein. Et donc, je pense que cet appétit pour le risque est différent pour différents pays, hein, c'est clair. Alors, parlons un petit peu de cela avec la passation de marché du Canada, les passations de marché du Canada. Essayons de rester diplomate, hein, d'accord? Il y a eu beaucoup de conversations avec des passations de marché de la part des gouvernements. Et j'aimerais savoir ce que vous voyez sur le terrain. Est-ce que ça va trop lentement? Est-ce que peut-être il y a une peur du risque, comme on le disait? On a peur de prendre le risque politique, peut-être avec les nouvelles innovations. Sam, vous en pensez quoi, Sam? Oui, qui va d'abord en parler hein? Qui va commencer? Oui, d'accord. Je sais que tu m'as donné la parole exprès hein, pour que je commence. Alors ça, c'est un problème, hein, c'est clair. Lorsqu'on parle d'autres entreprises d'énergie propre, hein, c'est un problème au Canada, mais un peu partout aussi. Hein. C'est vraiment une préoccupation parce que d'une certaine façon, on crée ces organisations, ces programmes, ces crédits d'impôt, etc., pour essayer de soutenir l'innovation sur le terrain où il y a des champions qui sont des industries champions qui réussissent. Et puis, vous voyez aussi d'un autre côté les décisions au niveau de l'attribution des capitaux, de l'allocation pardon, des capitaux, qui n'aident pas malheureusement. Et je peux montrer un exemple dans notre cas. Et dans le cas de Mike aussi, il y a environ un an, il y a une annonce du gouvernement qui a été faite pour 2 milliards de dollars pour soutenir les initiatives et pour que les bâtiments soient plus verts. Hein, d'accord? On va simplifier comme ça. Eh bien, ça, c'est super. Nous allons sonner à la porte et ils nous disent ah ben oui mais on peut soutenir que les investissements de capitaux pas nécessairement de la construction. Ben alors attendez, pourquoi est-ce que vous voulez soutenir l'intelligence artificielle avec toutes ces promesses et puis vous avez ce type de conditions où on n'a pas accès à un simple dollar donc c'est contre-productif hein. Et je pense que Mike a un témoignage similaire hein. C'est vraiment un problème, c'est clair. Le deuxième point en ce qui concerne la passation de marché, j'examine par exemple Montréal, vous avez les passations de marché au niveau de la ville, il y a quelques années, il y a des règles qui sont en place pour une raison, avec les problèmes qu'on a eus au Montréal, mais et aussi, nous avons aussi des problèmes au niveau de l'innovation et du déploiement. Je ne sais pas s'il y a un équilibre qui doit se mettre en place, parce qu'on a tous vu le côté obscur des passations de marché un petit peu qui se sont faites sous le manteau. Et donc, nous devons, d'une certaine façon, essayer de pousser un peu plus pour avoir cet équilibre avec des passations de marché qui peuvent se faire plus rapidement et qui sont données à l'innovation. Et ce n'est pas, je pense, partout. Hein. Vous pouvez peut-être vous imaginer que des choses sont créées pour allouer 10%, par exemple, des budgets de passation de marché. Mais il faut vraiment être honnête sur le devant de la scène et vraiment de dire où va cet argent. Mais c'est un investissement nécessaire pour essayer ces nouvelles innovations qui vont être la croissance du 21e siècle hein, en elle-même. Et donc, Mike, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir cette approche créative? Je pense qu'il peut y avoir une approche créative. Et évidemment, rendre à César ce qui appartient à César, évidemment. Et dans cette industrie, dans l'industrie de l'énergie, avec ces financements qui ont été mis en place, eh bien, ça aide à l'innovation dans le secteur de l'énergie. Mais surtout lorsqu'on parle des entreprises qui sont là depuis longtemps, eh bien, je pense qu'il y a une certaine appréciation qui est demandée pour le lien, ce qu'est le cycle de vie d'une petite entreprise par rapport à une grosse entreprise qui est là depuis des années. Donc, c'est là que une petite entreprise qui commence à gagner des parts de marché. Mais deuxièmement,
il y a certains programmes qui sont meilleurs que les autres. Il y a des programmes, par exemple, où il y a un processus d'évaluation qui est un petit peu bizarre. Comme exemple, il y avait une passation de marché pour une innovation à laquelle nous avions appliqué, nous nous étions inscrits, mais il fallait montrer ce que nous avions fait déjà dans le passé. Et on disait, mais attendez, ça ne va pas, parce que pour nous, nous sommes une nouvelle entreprise, mais les budgets qui sont alloués pour l'innovation, on le voit en effet, et ça peut avoir de résultats assez forts en effet. Comment ça se traduit, Cameron, pour vous? J'ai plusieurs opinions en ce qui concerne ce sujet. Peut-être avoir une approche un peu plus créative et d'avoir une approche plus flexible pour le gouvernement qui puisse vraiment aider cette innovation. Nous avons des super bons programmes comme STED qui nous a aidés, des bourses, qui nous a donné des bourses. Oui, c'est un programme génial et pour nous, c'était super. Et ce que j'adore de ce qu'ils ont fait, c'est que c'est un financement fédéral pour des innovations qui sont un petit peu risquées, mais qui sont prouvées. Et avant d'obtenir le financement, il faut montrer que vous avez des partenaires qui vont se joindre pour pouvoir aussi avoir une portion des investissements, que vous avez validé la technologie, que vous avez validé le segment des clients et où vous en êtes au niveau des prix. Et vous montrez tous ces facteurs du marché alors que vous commencez à grandir. Il faut montrer tout cela. Et ça, c'est un très bon équilibre, je pense. C'est un équilibre parfait parce que vous recevez cet argent du gouvernement pour innover et avec cette approche innovatrice, et vous n'êtes pas juste là à donner de l'argent à n'importe qui. Non, vous êtes là et vous avez une bonne chance de réussir, d'obtenir ce financement en montrant cette patte blanche. Et donc, ça, pour ce programme de SETD, a vraiment été un programme génial. En ce qui concerne les passations de marché, oui, nous allons nous trouver contre d'autres entreprises qui sont déjà présentes parce que dès que vous êtes une entreprise innovatrice, eh bien, vous grandissez, c'est très difficile de grandir. Par exemple, vous voyez les tendances dans l'automobile, ça se passe avec nos téléphones mobiles, ça se passe avec les programmes de décarbonation. Donc, je reste optimiste. Oui, et avec le STTC, les innovations, je sais que vous en avez tiré avantage et c'est super d'avoir ces projets qui avancent. Et je pense qu'au Canada, c'est un terme que j'essaie d'utiliser le plus. C'est le purgatoire pilote, c'est-à-dire un projet pilote, après un projet pilote, après un projet pilote, et on essaie de trouver des financements et des programmes comme le STTC. Eh bien, essaye de faire cela, mais les options qui suivent ne sont pas aussi faciles que cela pour beaucoup d'entreprises. Oui, donc je vais avancer. Nous avons des questions de la part du public. Alors, ça c'est pour vous tous. La question est à propos de savoir ce que vous faites pour mondialiser votre produit. Comment est-ce que vous internationalisez vos logiciels, par exemple, Mike et Sam? Est-ce qu'il y a une approche différente avec le positionnement du programme de logiciel, de la documentation technique, etc., la localisation régionale? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'adaptation de vos produits pour ces marchés internationaux? Oui, alors du côté énergie, il y a beaucoup de localisation qui doit être faite, mais nous trouvons beaucoup de similarités dans le marché de l'énergie. Par exemple, le marché de l'énergie dans l'Ontario est différent, celui du Québec va être différent que celui à New York et celui du Maryland. Chacun a différents programmes et différentes choses qui se passent, mais à la fin, ils sont tous fondés sur les mêmes types de revenus.
où vous avez une demande et vous exportez après un certain moment. Et vraiment, la chose la plus difficile, c'est de pouvoir comprendre les règles du marché, de ces marchés. Et une fois que vous amenez ces données, ces jeux de données, de trouver cette commonalité qui vraiment puisse pouvoir vous faire adapter dans le secteur énergétique. Mais je pense que c'est en effet ce que nous pouvons faire en comprenant quelle est la base des revenus et d'être certain que nous pouvons nous adapter à ce marché. Lorsque vous vendez ce produit, la possibilité également de l'expédier et de l'envoyer avec des instructions sur la manière de l'installer, c'est assez basique, mais la position également est absolument importante pour la mise en œuvre par les clients. Mais ces composantes en matière de traduction de la structure, de toute cette documentation, est-ce que cela a été un obstacle également de trouver comment, comment naviguer dans ce milieu-là? Oui, tout à fait. Alors, au niveau de l'intelligence artificielle et les logiciels en général, en numéro un, tout est dans le cloud, dans le nuage, en fait. Et même à partir d'un réseau de téléphonie mobile, ce qui est absolument disponible pour nous. On touche aujourd'hui tous les pays, donc cela rend les choses beaucoup plus faciles. Et au-delà du défi culturel, on peut adapter nos technologies. Alors, certaines langues utilisent les systèmes mondiaux déjà actualisés. Donc, en fonction du pays dans lequel on se trouve, nous avons également une réalité à laquelle répondre en termes énergétiques, mais je ne veux pas utiliser cela pour faciliter ou montrer que ça a l'air facile de faire des affaires partout, mais pour l'ensemble des technologies vertes, je pense que nous devons vraiment rentrer dans un marché énergétique, par exemple au Royaume-Uni, où les réglementations sont différentes. Il faut vraiment comprendre les réalités du marché. En fonction des pays, il y a vraiment des cadres réglementaires tout à fait différents. Donc, il y a des pays vraiment intéressants. Par exemple, dernièrement, nous sommes allés au Pakistan, en Thaïlande, au Japon, et ils ne sont pas encore nécessairement une grande zone de focus d'orientation, mais en tout cas, ils sont dignes d'intérêt. En tout cas, ça, c'est une réalité. Cameron, je suppose que vous faites face aux mêmes problématiques. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de présenter vos services ailleurs? Nous avons nos propres défis, en effet. Tout d'abord, en matière de CAPEX, et surtout avec la nature. Notre travail avec la nature, elle est particulièrement imprévisible, donc ça serait bien plus simple pour nous si nous étions un autre type d'entreprise, mais ce que nous acquérons également comme connaissance, on observe vraiment ce qui se passe au-delà des frontières. Et très tôt, nous avons dû concevoir une façon d'agir particulièrement robuste. Lorsque vous allez à l'étranger, vous avez énormément d'arbres parmi lesquels choisir. Vous devez quantifier, vous devez toujours vérifier vos indicateurs, vos mesures, voir quel est le potentiel d'évolution, de scalabilité, quelle est également la facilité d'accès, quelles sont les règles en matière environnementale. Une fois que vous allez là, eh bien, vous devez absolument tout revalider par rapport aux réalités du marché. Alors, cela vous permet finalement de réduire l'expansion de la marque. Et nous sommes allés dans 40 pays différents et on voulait absolument travailler partout. Donc, petit à petit, on réduit finalement notre échelle en fonction de la méthodologie appliquée. On réussit à quantifier et à voir également l'aspect qualitatif des marchés et on réduit finalement vraiment notre cible. On peut ainsi prendre des décisions plus simples, plus pertinentes. Donc, ce sont les aspects de vouloir vraiment nous étendre à l'international. Alors, cela nous renvoie finalement à toute la question liée au Canada, parce que si on a des ressources limitées à un stade vraiment précoce, eh bien,
Cela met en jeu également votre faculté à résister sur le long terme. Par exemple, au Canada, cela nous positionne vraiment en tant qu'opportunité à laquelle nous pouvons passer à côté, en tout cas au Canada. Nous devons réallouer finalement nos ressources à cet égard. Oui, c'est vrai, je pense que s'il y a toujours un certain plafond de verre finalement auquel nous devons essayer de traverser, de passer outre, mais on s'oriente en tout cas vraiment sur toutes nos ressources disponibles à l'étranger. Et je pense pour cela, c'est nous devons vraiment rechercher le succès où que cela puisse arriver. Sam, moi, non, pour nous, j'ai entendu cette approche par rapport à l'Amérique du Nord. Et dans certains cas, il y a certains aspects qui sont beaucoup plus favorables pour nous à Toronto et l'Ontario en général sont vraiment un marché fantastique. Et pour 2022, il y aura d'autres structures en matière de cadre réglementatif, dans le cadre de réglementation. Donc, je pense que nous allons pouvoir vraiment constater les opportunités qui vont se présenter à nous, et même sur l'échelle du Canada. Pour revenir à la question, nous travaillons avec les marchés publics donc du gouvernement. Je pense que nous allons en Jordanie, par exemple, sur le marché, sur l'aspect privé, avec les niveaux d'implication des gouvernements, c'est la même chose qu'avec le gouvernement fédéral ici au Canada. On est toujours conscient de nos activités, de ce qu'on peut faire, et dans ce cas-là, on n'a vraiment pas le choix et nous devons nous adapter. Il nous reste à peine quelques minutes, donc je voudrais, ça ne serait pas un panel Mission depuis Mars, Mission for Mars, sans aborder ces questions-là. Qu'est-ce que vous avez retiré jusqu'à présent de ces programmes en cours et votre participation donc à Mission for Mars? Est-ce que vous avez retrouvé et retiré certains bénéfices? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? Commençons, Sam. Commençons par Sam. Oui, bien sûr. Merci. Alors, je peux vous assurer, Tyler, qu'on ne loupait rien pour cela, mais en étant membre de Mars, nous avons pu participer à Mission for Mars depuis quelques années et nous sommes vraiment, vraiment ravis. Ce groupe ici, le CleanTech, et tous les efforts pour vraiment gagner des parts de marché, c'est juste cette voie partagée pour ces Mission for Mars et Mars en soi est absolument incroyable. C'est un groupe très actif, même avec chaque individualité de cette équipe. Il y a vraiment énormément d'avance. Et pour moi, l'équipe fait absolument un travail fantastique en matière même d'autonomisation. C'est vraiment une opinion complètement pertinente concernant ces efforts développés. C'est toujours une question risquée puisque vous pouvez absolument vous exprimer librement. Donc, Mike, est-ce que tu as trouvé des bénéfices? Tu as retiré des bénéfices? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. En ce qui nous concerne, Mars a toujours nous a toujours soutenu. Et même au moment où nous avons trouvé notre nom, Peak Power, même au-delà, cela nous a permis d'établir des connexions comme nous n'avons jamais pu voir auparavant. Et essayons également de trouver une connexion avec cette nouvelle optique, mais c'est vraiment un travail fantastique. Et concernant le programme en soi, avec les parties prenantes et les différents acteurs impliqués, nous avons pu travailler et coopérer de façon fantastique, même avec les différents acteurs qui proviennent de l'extérieur de cette bulle. C'est vraiment fantastique de constater ces perspectives et tout ce que cela nous amène. Et pour nous, de voir à quel point cela suscite énormément d'enthousiasme, même à l'échelle du Canada. Et donc là,
Mission for Mars nous a vraiment permis d'acquérir une grande confiance. Et Cameron, la dernière chance donc de clore, c'est à toi que donné le dernier mot. Alors moi, j'étais assez sceptique sur le fait de rejoindre ou non un nouveau programme. Lorsque nous sommes rentrés, nous avons participé à ce programme, eh bien, nous avions quelques réserves puisque l'année dernière, à un certain point, il y a eu beaucoup plus de travail que de valeur ajoutée en soi, mais j'ai été vraiment particulièrement surpris par ce programme Mission for Mars. Et comme Mike l'a dit, ça marche, ça marche, ça marche. C'est un réseau absolument fantastique. Et je crois que vous, en tant qu'organisation, vous êtes à même, non pas d'être un fardeau, mais plutôt d'être un partenaire, d'être vraiment un atout considérable. Tout comme vous le faites avec les startups, vous permettez ou vous donnez la faculté d'être vraiment une grande valeur ajoutée, même au niveau de tous les différents appels stratégiques. Vous avez vraiment su injecter vraiment l'énergie nécessaire pour contribuer à une valeur ajoutée. Donc, je suis absolument un grand fan désormais. J'avais mes réserves au début, mais je pense que maintenant, c'est fantastique. Je vous le recommanderais amplement. Alors, je réalise que cet équilibre entre la communication, et je sais que vous êtes particulièrement occupé, mais en tout cas, je suis certain qu'il y a toujours une grande valeur dans toutes ces différentes activités. J'espère que nous pourrons procéder ainsi au cours des prochains mois. Merci en tout cas beaucoup pour ce panel particulièrement impliqué. Merci d'avoir pris le temps sur votre emploi du temps, justement. Alors, avant de conclure ce panel, je voudrais vraiment affirmer, reconnaître que ça paraît être évident, mais nous sommes 4 blancs ici, 4 hommes blancs ici sur ce panel. Je voudrais souligner que il y a toujours un effort de notre part, de la part de toute organisation également, de pouvoir garantir la diversité. Donc, malheureusement, nous n'avons pas pu aujourd'hui, mais nous essaierons en tout cas pour les prochaines sessions. Et je pense que je veux vraiment remercier vous tous d'avoir participé, à vous toutes et tous qui nous avez écoutés. Et merci pour cette fantastique conférence.